Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous retrouver sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières et sur ce live 10 sur 10. Comme tous les matins, nous essayons de vous proposer des idées d'activités à faire en famille, des conseils de professionnels pour continuer à créer, à apprendre, à explorer, être en forme en cette période de confinement. Et ce matin, nous avons la chance de recevoir Stéphanie Kleinen. Alors Stéphanie a une double casquette puisque elle est formatrice à la médiation numérique pour Bibliothèques sans frontières en Belgique, mais elle est aussi professeure de yoga par ailleurs. Bonjour Stéphanie. Bonjour Moucheng. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et donc avec Stéphanie, ce matin, nous allons parler de cette deuxième casquette qui est le yoga. Nous allons vous proposer une initiation au yoga en confinement. Alors vous allez voir, ce sera à la fois une discussion autour de ce qu'est le yoga finalement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, et également des conseils pratiques pour rester en forme durant cette période de confinement. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires du live. On se fera un plaisir d'essayer d'y répondre avec Stéphanie durant ce live. Je suis navrée, mon chat est particulièrement vocal ce matin, euh, mais je pense que le yoga devrait l'apaiser. Merci encore Stéphanie d'être avec nous. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Et je vous propose que sans plus tarder, nous nous lancions dans cette discussion autour du yoga. Euh, Steph, peut-être pour commencer, durant cette période de confinement, pour ceux d'entre nous qui ont un travail qui nous permet de travailler depuis chez nous, le télétravail a commencé, c'est devenu une réalité quotidienne. Et pour d'autres, le travail a été interrompu. Il s'agit d'occuper son temps un peu différemment. À ton avis, quelle que soit la situation quotidienne, professionnelle dans laquelle on est, quel rôle penses-tu que le yoga, toi qui es enseignante, peut jouer dans notre quotidien? Alors, évidemment, la situation est un peu différente selon qu'on pratique déjà ou pas. Et c'est vrai que je pense, par exemple, pour les personnes qui pratiquent déjà le yoga relativement régulièrement et qui d'habitude vont dans un studio et retrouvent leur professeur habituel et ont leurs habitudes dans ce studio, ça peut être un peu déstabilisant dans un premier temps de plus pouvoir pratiquer. On se dit qu'on n'a peut-être pas ni la place ni le matériel à la maison. Est-ce qu'on va avoir cette sorte de discipline pour pratiquer régulièrement? Et finalement, c'est peut-être justement un point d'accroche intéressant à garder, de retrouver des sensations, des manières d'être qu'on peut avoir quand on est sur son tapis et qu'on peut retrouver partout à partir du moment où on déroule son tapis ou bien où on est sur une surface où on ne va pas trop glisser pour éviter de se blesser. Mais donc ça, je pense que c'est un premier aspect, retrouver des marques et pouvoir continuer cette pratique parce que finalement, le yoga, c'est une pratique qui a du sens dans la régularité. On ne cherche pas à atteindre des performances particulières, mais à continuer son cheminement quoi qu'il arrive. Et donc, c'est vrai que la pratique régulière, elle est importante. Maintenant, pour les personnes qui n'en ont jamais fait, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de représentations autour du Mhm. yoga qui peuvent être aussi liées à l'idée d'apaisement, de zénitude. Hein. On voit souvent les postures avec les gens qui sont assis avec les mains. On appelle ça des mudras, la façon de placer les mains. Et puis on imagine qu'on est très concentré, tout ça. Alors ça, ce sont un peu des clichés, mais qui renvoient quand même à un des aspects du yoga qui fait sans doute son succès aussi. Il faut savoir, par exemple, que le mot yoga signifie union, Mhm. connexion. Et donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler aussi dans cette période de confinement de l'idée de profiter de ce moment pour se reconnecter à soi-même. Alors, ça veut dire quoi? Se reconnecter à soi-même finalement. Le yoga, c'est une pratique où on peut justement essayer de rattacher un peu le corps et l'esprit, d'observer ce qui se passe, d'être vraiment là. Et ça peut être ça, la connexion à soi finalement, c'est je suis ici, là, maintenant, sur mon tapis et avec mon corps et avec mes pensées. Et j'essaie de trouver une sorte d'équilibre dans tout ça. Et donc, oui, pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, c'est peut-être ça qu'on est un peu en train de chercher, cette sorte d'apaisement. On va sans doute découvrir des tas d'autres choses aussi, peut-être inattendues d'ailleurs.
Et dis-moi, alors le yoga, je pense qu'on en entend particulièrement parler depuis quelques années en France et à l'international. Est-ce que tu as une idée des raisons derrière ce succès? Et peut-être une double question, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de s'y mettre en confinement lorsque on n'en a jamais fait auparavant? Ok, alors effectivement, je commence par la première partie de la question. C'est sûr qu'en 2020, en Occident, le yoga, je ne sais pas où il en est dans sa courbe, mais en tout cas, le succès est grandissant depuis quelques années. Mais il faut savoir aussi que la représentation qu'on a du yoga et la pratique qu'on a du yoga en Occident de nos jours, c'est vraiment une infime partie de tout ce que ça peut être. Donc, si on regarde la tradition du yoga qui a plusieurs milliers d'années, on peut le voir vraiment comme plus un mode de vie, toute une série de pratiques qu'on peut mettre bout à bout, qui sont une façon d'aborder la vie. Et donc finalement, ce que nous, on connaît en Occident, qui est la pratique des postures, qu'on appelle les asanas, c'est une toute petite partie de ce que ça peut être le yoga pris au sens plus large. Et donc, c'est vrai que si on reste focalisé juste sur l'aspect physique, ça peut être une pratique comme une autre, comme faire du crossfit ou aller courir. C'est quelque chose qui nous fait du bien au corps et qui inévitablement fait du bien à l'esprit parce que quand on prend soin de son corps, on se sent mieux de manière générale. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses autour, entre autres, par exemple, le travail de la respiration. Ça peut aussi découler sur de la méditation. La méditation fait partie prenante de l'approche du yoga. Il y a aussi des principes moraux, il y a des principes d'hygiène de vie. Donc, c'est beaucoup plus large que ça. Alors, pourquoi ça a du succès maintenant en Occident? Je pense en partie, justement, pour revenir à un peu l'idée d'union, parce que quand on commence à pratiquer, quand on a des bons professeurs, on voit vite que c'est plus que juste des postures. Et donc, quand on arrive quand on commence à toucher un peu ces autres aspects, on se rend compte que finalement, en tout cas, moi, je vous parle de mon expérience personnelle aussi, comme plein de gens, je pense, je suis rentrée dans le yoga par la dimension plus physique. Je trouvais ça intéressant. J'aimais bien le fait qu'on travaillait en même temps la force et la souplesse. Et ça, je pense que c'est un des atouts de la pratique du yoga sur son aspect physique. Et puis rapidement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'expérimentais sur mon tapis qui étaient des sortes de métaphores de ce que je pouvais vivre en dehors de mon tapis. C'est-à-dire que quand j'étais dans une posture qui était compliquée, que j'avais toutes sortes de pensées en regardant mes voisins, en me disant « Ouh là là, eux, ça a l'air d'être beaucoup plus facile pour eux que pour moi ». Et puis que j'entendais mon professeur qui, par contre, nous rappelait que chacun a sa propre pratique, votre corps, votre yoga. Je me disais, cette idée d'arrêter de se comparer et de revenir à son corps et à soi, c'est quelque chose que je peux aussi prendre en dehors du tapis finalement. L'idée que je me développe, j'évolue dans ma vie sans nécessairement devoir me comparer à ce que font les autres parce qu'on est tous différents. Alors peut-être que là, je pars dans des choses un peu psycho, philo, je sais pas quoi, mais je pense que c'est un des aspects justement qui peut expliquer le succès du yoga si on considère ce tapis comme une sorte de petit laboratoire de la vie où on peut expérimenter un travail sur la force, la flexibilité, l'équilibre, la patience, l'acceptation de ce qu'on est, l'absence de jugement, l'absence de comparaison. Ça fait beaucoup de choses, mais qu'on peut vraiment ressentir dans le corps et c'est un peu moins théorique que quand on dit simplement mais non, c'est pas bien de se comparer, ça sert à rien. En fait, on se rend compte si on le pratique sur son tapis que c'est pas parce que je trouve que l'autre s'en sort mieux que je m'en sors mieux. Au contraire, même, je dirais. Parce que quand je commence à me décourager parce que je vois que d'autres font certaines postures que moi, j'ai du mal à prendre, ça peut me décourager. Si je reste sur mon chemin à moi, c'est différent. Et alors, pour arriver quand même à la deuxième partie de la question, je pense que j'ai un peu évolué dans ma vision de la chose en quelques semaines de confinement. Parce que tout au début, quand on a commencé à se poser la question, entre autres en tant que professeur de yoga, moi-même, mais aussi les autres professeurs qui évoluent par exemple dans les studios où je donne cours, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe en ligne? Est-ce que c'est une bonne chose?
on voit pas bien les gens, on va pas pouvoir attirer leur attention sur un certain nombre de choses. Est-ce que les gens vont pas se blesser là derrière leur écran? Est-ce qu'il y a une responsabilité par rapport à ça? Donc voilà, j'étais un peu prudente au début par rapport à cette question de pratiquer chacun chez soi. Et puis d'un autre côté, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une réelle opportunité à commencer chez soi. Si je reviens sur l'idée de comparaison, ben, je suis tout seul chez moi. Si je m'en sors pas très bien, si c'est un peu difficile et que j'ai envie de m'arrêter, je peux m'arrêter. Et j'ai pas cette pression du groupe, qui en fait n'est pas une pression qui vient du groupe, mais une pression qui vient de moi en général. Et je m'arrête. Ce qui veut dire qu'en fait, je suis plus attentif aux signaux de mon corps par rapport à ce que je peux réellement pratiquer à ce moment-là. Le fait que le professeur soit pas là, que je puisse pas solliciter par exemple un ajustement ou une confirmation que je suis dans le bon, ça me renvoie aussi à mes propres sensations. En fait, savoir si je suis dans le bon, il n'y a que moi qui peux le dire. Même un professeur expérimenté peut me donner des idées d'alternatives, peut me donner des conseils, mais in fine, c'est moi qui vais sentir si je suis dans le travail ou si peut-être je ne suis pas en train déjà d'entrer dans la douleur parce que je vais trop loin et parce que mon corps essaye de m'envoyer un signal et moi je me dis non, 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 je te tiens bon. Donc voilà, je me suis dit au fur et à mesure que c'était une belle occasion pour les élèves, les pratiquants eux-mêmes, de se responsabiliser par rapport à leur pratique. Donc voilà, mon évolution me fait dire maintenant que je pense que c'est une très bonne chose en fait de pouvoir commencer comme ça, à condition évidemment qu'on soit respectueux de son corps et qu'on se donne les moyens oui, d'être attentif à ce qui se passe et à accepter ce qui se passe. Alors après, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas toujours le matériel, on s'imagine, pour pouvoir faire du yoga. Alors, si on a un tapis, c'est super. Maintenant, on peut avoir n'importe quel revêtement qui soit pas trop glissant. Je dirais que c'est ça peut-être l'élément le plus important. On enlève ses chaussettes, on glisse moins. Ça, c'est pour le tapis. Alors, dans les studios de yoga, on voit souvent des blocs comme ça sur lesquels on peut s'appuyer. Le bloc, c'est bien parce qu'en fait, il rapproche le sol de la personne qui pratique. Donc, si on se trouve que le sol est trop loin, on met un bloc et tout à coup, le sol se rapproche de nous. C'est pas nous qui avons le bras trop court, c'est le sol qui était trop loin. Donc, un bloc, bah, si on n'en a pas, on peut prendre un gros dictionnaire. On a sans doute bien quelques bouquins. Alors, les gens qui s'intéressent aux bibliothèques sans frontières, c'est peut-être par définition des gens qui ont des livres à la maison. C'est un peu cliché, mais voilà, on peut utiliser des bouquins. Parfois, on utilise aussi, je pourrais montrer quelque chose tout à l'heure, il y a certaines postures qui semblent un peu compliquées où il faut mettre sa main d'un côté, l'autre main de l'autre et les deux mains ne se rejoignent pas. On peut utiliser un foulard, une écharpe à la place de la sangle qui serait peut-être disponible dans le studio. Et voilà, avec les moyens du bord, de nouveau, on se donne la possibilité d'écouter ce que le corps est en train de nous dire pour profiter au mieux de la posture. Super. Je pense que tu as répondu en partie à une question que pose une de nos auditrices, Flavie Gotti, qui nous dit: bonjour, est-ce qu'il peut y avoir des risques physiques lorsqu'on pratique le yoga seul chez soi? Je pense que tu y as répondu en partie, notamment en parlant du fait de faire attention à son corps. Est-ce que tu aurais d'autres recommandations et d'autres choses qu'il faut surveiller quand on décide de s'initier seul à la maison? Alors, je dirais peut-être réfléchir à des zones de votre corps que vous savez être un peu plus fragiles, soit parce qu'il y a des blessures, soit parce qu'il y a des opérations, ou parce que depuis longtemps, vous savez que ce sont des zones où les douleurs peuvent aller se placer quand on se blesse. Donc, je pense notamment aux genoux et au bas du dos, toute une série de personnes, parfois aussi la nuque qui peut être plus fragile. Donc, réfléchir par rapport à ces zones-là, ça c'est un premier aspect. Donc, chaque fois qu'on sent que ça peut être compliqué, s'autoriser à chercher des alternatives ou si on peut avoir un contact avec un professeur, parce que dans toute une série de cours en ligne, il est tout à fait possible, avant le cours, à la fin du cours, de poser des questions au professeur. Donc, surtout jamais hésiter pour pouvoir bénéficier de variantes.
Et puis petit à petit, à condition de ne pas aller trop vite dans la pratique, si on y va lentement, on a aussi peut-être plus la possibilité de sentir si on est dans l'inconfort ou la douleur. Ouais. Et ça, c'est vraiment un bel exercice d'analyse des sensations à développer au fur et à mesure de sa pratique. Est-ce que là, ça tire? Et on a envie de dire ça fait mal, mais en fait, ça tire un peu. Pas très confortable, c'est challengeant, ça sort de ma zone de confort, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Maintenant, je sens une douleur, peut-être aussi, pour répondre encore plus précisément à Flavie, en général, la douleur, c'est quelque chose qui est plus localisé, plus pointu. L'inconfort, la tension, c'est quelque chose qui est souvent un peu plus diffus, un peu plus large. Donc, ça nous permet peut-être de faire la différence entre les deux. Je dirais, dans le doute, abstenons-nous. Voilà, ce serait dommage de se blesser, mais c'est valable de toute façon pour à peu près toutes les pratiques. Je vois des tas de gens qui font de la course à pied, qui commencent à faire des abdos, tout ça. La même réflexion est applicable tout à fait en dehors du. Absolument. Et dis-moi peut-être pour continuer sur ce plan-là, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, selon toi, fait la différence entre une pratique du yoga dans un studio et une pratique du yoga à la maison? Tu commençais à nous en parler un petit peu avec la façon de recycler du matériel qu'on a au quotidien à la maison en équipement de yoga. Est-ce que tu as des recommandations particulières sur ce sujet? Des recommandations particulières en plus de ce que j'aurais déjà dit. Je ne sais pas, c'est peut-être pas une recommandation, mais c'est vrai que ce que j'ai trouvé intéressant aussi avec le développement des cours en ligne par rapport à, enfin, je veux dire, quelqu'un qui voulait pratiquer le yoga à la maison avant, il y avait déjà des tas de possibilités. Il y a des vidéos sur YouTube, tapez yoga, et puis vous avez une foule de propositions avec des tas de styles, de longueur de pratique, etc. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant dans les cours en ligne, c'est de retrouver quelque chose qu'on peut avoir finalement quand on va dans un studio, c'est de sentir cette communauté de pratique. Donc, de sentir effectivement qu'on pratique avec d'autres personnes et qu'on développe un peu une forme d'énergie collective qui est bienveillante, qui est attentive au corps, qui se concentre aussi sur des logiques de non-jugement, etc., d'acceptation. Et le fait de partager ça, moi, je suis, en tant que participante, je suis des cours de certains de mes collègues aussi, parce que j'ai besoin de ma propre pratique. Et alors, quand je vois toute cette petite mosaïque là avec tous les autres participants, je me sens un peu aussi portée par ça. Le fait de savoir qu'on est chacun dans notre petite caverne là, mais on pratique quelque chose de commun. C'est une sorte de langage commun aussi dans lequel on se retrouve. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steph. Je vois qu'on commence à avoir pas mal de questions des personnes qui nous regardent. Je te propose peut-être, avant qu'on commence à les prendre, que nous rentrions peut-être dans les aspects plus pratiques et que tu nous conseilles peut-être des exemples d'activités, d'exercices qu'on peut faire à la maison pour se sentir bien, tout simplement, physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner? N'hésitez pas par ailleurs à continuer à poser vos questions, nous les prendrons bien sûr à la fin. En plus, je suis curieuse de voir les questions qui arrivent. Je vais juste commencer par un exercice de respiration en fait. La respiration, c'est vraiment un des éléments essentiels du yoga. Quand je disais tout à l'heure que c'était un tout, dans les différents aspects, il y en a un qui s'appelle pranayama, dont je disais que les postures, ça s'appelait des asanas. Et le pranayama, c'est le travail de la respiration. Et il faut savoir que dans pranayama, prana veut dire énergie. Et donc, c'est vraiment l'attention à la respiration et le travail sur la respiration, c'est aussi travailler sur l'énergie vitale qui circule dans votre corps. Donc, c'est pas rien. Un exercice de respiration que j'aime beaucoup. Il faut savoir qu'en yoga, on respire toujours par le nez, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Ça, c'est une habitude parfois qu'on met un peu de temps à mettre en place, surtout qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on fait en général dans d'autres pratiques physiques.
Donc, on respire par le nez en yoga. Ici, l'exercice que je veux vous proposer, c'est un exercice de respiration alternée. C'est-à-dire que, bon, on respire par le nez, on a deux narines. Et comme on est tous différents, on a aussi des canaux qui sont différents. On peut avoir des petits déséquilibres avec une narine qui respire mieux que l'autre. Et donc, l'exercice qu'on peut faire ici est un exercice qui est aussi très apaisant parce qu'il rééquilibre un petit peu nos deux côtés. Sans rentrer dans trop de détails, voilà, je pense que le mieux, c'est d'essayer et puis on voit ce que ça donne. Alors, pour le pratiquer, on va positionner sa main d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va replier l'index et le majeur sur la main. Ta main est légèrement hors écran. Voilà, c'est parfait. Oui, mais c'est parce que voilà, je suis en miroir, alors ça me perturbe un petit peu. Et en fait, on va aller fermer ses narines avec le pouce et l'annulaire. Donc, quand je vais inspirer par une narine, je vais fermer l'autre narine avec le pouce. Et ensuite, je vais pouvoir faire l'inverse, fermer ma deuxième narine et expirer, par exemple, de ce côté-là. Donc, si je commence comme ceci, pour moi, là, je suis à gauche. Je vais inspirer à gauche en bouchant ma narine droite. Et ensuite, pour expirer, je vais changer et je vais expirer par la narine droite. Ensuite, je vais inspirer par la narine droite, changer de côté, expirer par la narine gauche. Et donc ça, c'est un cycle. Inspirer à gauche, expirer à droite. Inspirer à droite, expirer à gauche. Là, j'ai fait un cycle complet. Et je répète le cycle aussi longtemps que je veux. Ce qu'on essaye de faire dans un premier temps, c'est de faire une inspire et une expire qui sont sur la même durée. Si j'inspire sur 4, j'expire sur 4. Et puis petit à petit, parce que la phase de la respiration qui est la plus apaisante, c'est l'expire, on peut allonger un peu l'expire. On inspire sur 4 et puis on contrôle un peu l'expiration sur 6, par exemple. Et puis on réinspire sur 4, on change de côté et on expire sur 6. Voilà, ça c'est un premier exercice qu'on peut faire. Peut-être j'en montrerai un autre après, mais celui-ci est vraiment intéressant aussi si on sent un peu de pression, un peu d'énervement. C'est très chouette aussi à pratiquer avec des enfants. Dans un cours de yoga pour enfants, de temps en temps, on met des petits exercices de respiration et c'est très chouette aussi. Alors, comme on est en période un peu particulière et qu'ici, on touche son nez avec sa main, etc., je dis attention, on se lave bien les mains avant, on se lave bien les mains après. Voilà. Ça, c'était une première chose. Et puis, je vais aller me mettre sur mon tapis pour montrer une ou deux postures et voir ce qu'on peut faire avec les outils du bord, comme on avait dit. N'hésitez surtout pas à tester ces exercices de respiration et ces exercices à la maison. Malheureusement, je suis connectée avec mes écouteurs, donc je ne peux pas faire quoi que ce soit, mais vous aurez la vidéo si vous êtes dans la même situation et que vous voulez tester après. Alors, une autre chose importante quand vous vous asseyez, par exemple, dans une posture assise en yoga, que ce soit les jambes croisées ou avec les jambes allongées devant soi, on essaie de s'asseoir bien droit sur ce qu'on appelle les ischions, pour le terme technique, mais en fait, ce sont les os de l'assise et qui nous aident à tenir le dos bien droit. Alors, à quoi ça sert d'avoir le dos droit, outre qu'on a une belle posture? C'est surtout que ça nous permet de dégager la cage thoracique. Et qui dit dégager la cage thoracique, dit meilleure respiration aussi. Donc, tout se tient. Alors, si on sent que quand on est assis, on est un petit peu affaissé, comme ça, comme on peut avoir quand on est devant son ordinateur ou devant son bureau, il ne faut jamais hésiter à mettre un petit coussin et même plier son petit coussin en deux pour surélever l'assise. Et vous allez voir qu'en faisant ça, votre bassin va faire une petite bascule qui vous permet de vous tenir plus droit. Ça, c'est une première chose. Bien relâcher les épaules, bien ouvrir la cage thoracique, laisser les épaules bien relâchées. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant à faire. Simplement trouver cette assise et dans cette position-là, avec les mains sur les genoux, simplement respirer en imaginant à chaque inspiration que la colonne vertébrale se redresse, en gardant cet allongement et à l'expire, on relâche les tensions qu'on aurait encore dans certains muscles éventuellement. Ça, c'est pour la respiration, pour l'assise. Et à partir d'ici, on peut faire des tas de choses. On peut tirer les bras en l'air, on peut faire des torsions,
On peut se plier en avant et sentir l'allongement dans le bas du dos. On peut chercher un peu aussi si on n'a pas spécialement un cours en face de soi. Un très bon exercice qui permet en fait aussi de dégager les tensions dans la colonne, c'est de s'asseoir sur les talons, d'ouvrir les genoux. Alors, je dis à la largeur du tapis, mais je dirais que ça fait à peu près 50 centimètres. Et puis d'aller s'allonger devant, aller poser les mains au sol le plus loin possible. Et on continue à pousser vers l'arrière et vers le bas avec le bassin. On relâche la nuque. Les bras continuent à tirer vers l'avant. Et on essaye de se détendre et de laisser la poitrine tomber vers le sol. Donc, on a vraiment une double tension vers l'arrière et vers le bas et aussi vers l'avant. Et si vous pratiquez ça, vous allez sentir que comme s'il y avait un petit peu d'espace qui se recréait entre vos vertèbres. Tout récemment, je discutais avec quelqu'un qui n'avait jamais fait de yoga avant, qui venait de suivre un cours en ligne et qui s'inquiétait parce qu'elle avait entendu des petits bruits dans la colonne en faisant cette posture. Et en fait, ma question était de lui demander si ça lui avait fait mal. Et elle m'a dit non, non, pas du tout, mais je me dis, ça fait du bruit, c'est bizarre. Donc, voilà, ça fait partie de l'exploration du corps, c'est de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que c'est douloureux? Non, alors c'est intéressant de continuer. Alors, oui, Shane, je ne te vois plus, j'espère que la connexion est toujours... C'est normal, Stéphanie, je t'ai mis en plein écran pour qu'on te voit mieux. C'est bien, mais c'était juste pour être sûr qu'on n'avait Tout pas va bien. perdu. Parfois, ça arrive dans certains cours en ligne. Alors, je voulais vous montrer ce qu'on peut faire avec un dictionnaire. Alors, moi, j'ai un vieux dictionnaire que j'ai hérité de ma grand-mère qui date, je pense, de 1948. Alors, voilà, je vais le placer ici. Pour une posture, si vous suivez un cours en ligne, une des postures de base du yoga que vous allez sûrement découvrir, c'est ce qu'on appelle la posture du triangle. Donc, on a les jambes écartées, on a un pied qui pointe vers l'avant, le pied qui est derrière à peu près à 90 degrés. Et quand on inspire, on ouvre les bras. À l'expire, on va vers l'avant et on descend. Et alors, parfois, les gens se disent, mais c'est juste pas possible d'aller toucher le sol. Et alors, pour essayer de toucher le sol malgré tout, ils vont essayer des tas de choses. Et moi, je dis, mais alors, placez le bloc, ou dans ce cas-ci, le dictionnaire, rapprochez le sol de vous, et à ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre cage thoracique et expérimenter ce que la posture vous propose de faire. Et évidemment, comme pour la plupart des postures, on peut avoir un côté droit et puis évidemment un côté gauche. On déplacera le dictionnaire, les bouquins, le bloc. Et parfois, on se rendra compte que d'un côté, on en avait besoin et que de l'autre, on n'en a pas besoin. Voilà, ça c'est un exemple d'utilisation des livres à la place d'un bloc si on en a besoin. Je vous ai parlé tout à l'heure du foulard. À quoi est-ce que peut servir le foulard? Je vais vous tourner le dos, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc, si par exemple, on vous demande, on vous propose de faire une posture comme ceci, et que vous sentez que vous n'arrivez pas à joindre les mains, alors à ce moment-là, pas de problème, vous pouvez utiliser ceci pour vous aider à rapprocher les deux mains et continuer à faire. Donc, l'idée de cet exercice est de pouvoir vraiment ouvrir de nouveau la cage thoracique, mobiliser les épaules. Dans ce cas-ci, mon foulard va m'aider à garder le mouvement plutôt que d'essayer à tout prix de rejoindre les deux côtés et puis finalement de risquer de me blesser pour revenir à ça, ce qui serait vraiment dommage. J'ai un peu oublié, j'avais encore pensé à une autre posture à vous montrer, mais peut-être je peux revenir, on peut voir s'il y a quelques questions et si l'idée me revient, je peux retourner à mon tapis, si ça va pour vous. Merci beaucoup, Steph. C'était
des postures très très clairement expliquées que tout le monde peut tester à la maison. Je te propose effectivement qu'on prenne peut-être quelques questions Oui, qui nous ont été posées dans le chat. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, nous sommes avec Stéphanie Kleinen qui est à la fois formatrice à la médiation numérique à Bibliothèques sans frontières et qui est aussi professeure de yoga et qui aujourd'hui endosse sa deuxième casquette pour nous initier au yoga en confinement. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires. Alors, je remonte un petit peu dans le fil et peut-être celle-ci, tu nous en parlais déjà un petit peu tout à l'heure. Yvan qui nous dit « Je vois beaucoup de tutos, le yoga pour les enfants. Y a-t-il une pratique recommandée pour les enfants et propre aux enfants éventuellement ?» alors, le yoga pour les enfants, c'est sûr que il y a quelques différences par rapport à ce qu'on pratique en tant qu'adulte. Je pense que par définition, on va être dans une approche qui est un petit peu plus ludique. Moi, quand je donne mes cours de yoga pour enfants, je raconte des histoires pour amener les postures, ce qui fait que finalement, certaines postures peuvent avoir un nom particulier quand c'est lié à une histoire autour de la mer, par exemple, la posture du guerrier numéro 2, qui est un grand classique en yoga. Eh bien, j'avais raconté une petite histoire autour d'un voyage à la plage et le guerrier numéro 2 devient un surfeur parce que ça peut ressembler à une posture de surfeur. Donc, c'est peut-être le côté un peu plus ludique et imagé qu'on peut imaginer. Alors, par rapport aux tutos vidéos qu'on peut trouver en ligne, je pense qu'il y en a énormément qui sont très, très chouettes et souvent, justement, c'est raconté dans des mises en contexte. On part en Afrique, ou on va ici ou là, on rencontre des animaux. Ce qui est certain, c'est que les pratiques avec les enfants sont souvent un petit peu plus courtes parce que c'est difficile de se concentrer pendant une heure. Maintenant, moi, j'incite beaucoup à vraiment, même si on est dans l'aspect ludique, de vraiment laisser l'opportunité aux enfants d'expérimenter aussi ce que c'est d'être patient, de ne pas se comparer, de ne pas vouloir faire une performance à tout prix, parce que par contre, les enfants, ce qu'ils adorent, c'est montrer, regarde, je tiens sur un pied, regarde, je fais ceci, cela. Et il faut évidemment les encourager à ça, mais aussi leur donner l'occasion, peut-être au début, à la fin de la pratique, d'être un peu plus en la relaxation. On peut par exemple aussi utiliser, je ne l'ai pas ici près de moi, mais un petit doudou, un nounours, et puis se coucher sur le sol, mettre son nounours, son doudou sur le ventre, et puis respirer calmement et observer le nounours qui monte et qui descend en même temps que le ventre. Ou bien pour expérimenter le fait d'allonger la colonne. Si le doudou n'est pas trop gros, pas trop lourd, on peut le poser sur la tête et on essaie de garder la tête droite et de se relâcher malgré tout. On peut aussi faire des petits exercices où on se concentre sur un son. On ferme les yeux, on essaye d'observer un maximum de sons pour vraiment être dans cette logique de reconnecter le corps, l'esprit, la respiration, mais à la portée des enfants. Super, merci beaucoup, Steph. Dis-moi une question un petit peu en lien. Est-ce que tu aurais des chaînes YouTube, des applications à nous conseiller pour celles et ceux qui veulent s'initier au yoga à la maison? Alors, j'avoue que je ne connais pas vraiment d'application parce que j'ai jamais beaucoup cherché. C'est vrai qu'avant ce confinement, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'avais plutôt une approche qui était très présentielle. Donc, je me suis jamais beaucoup intéressée avant à ce qui existait de cette façon. Alors, par contre, je connais des applications qui sont plus liées à la méditation, à des exercices de pleine conscience. On a par exemple, je sais qu'une intervenante en a déjà parlé, il y a l'application Petit Bambou qui est très très chouette. Il y a aussi l'application de Calme et Attentif comme une grenouille, qui est aussi une méthode de découverte de la pleine conscience et aussi du yoga, parce qu'il y a des exercices de yoga qui sont également proposés. Et là, c'est vraiment orienté enfant. C'est très, très chouette aussi. Ça, c'est les premières qui me viennent à l'esprit. Et puis pour le reste, je reviens à ce que je disais tout au début. Je pense qu'en fait, il faut pratiquer, il faut essayer. Même dans un studio, il y a des styles de yoga différents, il y a des professeurs différents. Parfois, on sent
une affinité avec telle ou telle personne et on sent que cette personne, elle nous emmène vraiment loin dans notre pratique par les mots qu'elle choisit, par le ton de sa voix, par les combinaisons de postures qu'elle propose. Et j'ai l'impression que finalement en ligne, ça va être la même chose. C'est revenir à votre propre responsabilité, à votre propre ressenti et explorer un petit peu, voir ce qui existe, essayer avec curiosité, avec bienveillance pour vous-même et puis finalement garder ce qui vous convient. Voilà. Merci beaucoup. Justement, on a une question à ce sujet. Laetitia qui nous demande quels sont les différents types de yoga. Y en a-t-il qui sont plus adaptés pour les débutants, débutantes? Alors, en yoga, a priori, il n'y a pas de notion de niveau. Chacun chemine là où il en est. Il y a des gens qui naissent hyperflex et qui vont devoir aller expérimenter dans le yoga justement un travail sur la force pour protéger leurs articulations. Moi, j'entends souvent des gens qui disent « Oh là là, je ne suis pas souple, donc je ne vais pas faire du yoga ». Moi, je dis toujours « Mais c'est l'inverse, c'est l'inverse. Le yoga peut vous aider à développer la souplesse, donc surtout, il ne faut pas hésiter. » Donc, je pense que il n'y a effectivement pas de niveau à chercher. Par contre, je parlais tout à l'heure de la question de la lenteur, ou en tout cas de se donner le temps de sentir ce que le corps est en train de nous dire. Alors, dans les différentes pratiques possibles, il y a par exemple ce qu'on appelle le vinyasa, qui est souvent un enchaînement de postures avec des combinaisons variées, mais qui est souvent un petit peu plus rapide. Et donc, si on n'en a jamais fait et qu'on commence par une pratique de vinyasa et qu'on essaie de suivre le rythme qui est proposé, alors là, peut-être que c'est un petit peu compliqué ou qu'on risque de nouveau de se blesser ou que sais-je. Donc, si on a vraiment envie d'explorer par le début, ce qu'on appelle et souvent… Excuse-moi. Je regardais si c'était chez moi. Le Hatha Yoga, c'est souvent une pratique où on est un petit peu plus lent dans l'approche des différentes postures. Vous allez peut-être aussi entendre parler de Yin Yoga, c'est une autre façon de pratiquer où on reste beaucoup plus longtemps dans les postures. Et ici, on travaille finalement complètement autre chose. On n'essaye pas d'atteindre la musculature, on va vraiment travailler sur la flexibilité de tous les tissus conjonctifs. Donc ça, c'est encore différent. Vous avez aussi une pratique qui s'appelle le Ashtanga Yoga, qui est comme le Vinyasa, un enchaînement de postures qui peut aller assez rapidement, qui peut être physiquement assez intense, mais qui a cet avantage, entre guillemets, d'être fixe. C'est-à-dire que si vous pratiquez plusieurs fois un cours d'Ashtanga, vous allez vous rendre compte que c'est toujours les mêmes postures dans le même ordre. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, peut-être que les premières fois étaient un peu difficiles à suivre. Peut-être que si on ne fait pas attention à soi, on pourrait se blesser. Mais d'un autre côté, quand on fait bien attention, petit à petit, on redécouvre une autonomie puisqu'on sait ce qui va arriver. Voilà, je pense que c'est peut-être la base de ce qu'on peut répondre à cette question-là. Super, merci beaucoup Stéphanie. Dis-moi, on a une autre question une auditrice qui nous demande, est-ce qu'il est nécessaire de s'échauffer avant de commencer sa pratique? Alors oui, a priori, on s'échauffe toujours. Je dis a priori parce que pour le yin yoga que je viens d'évoquer, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'échauffement permet aux muscles de rentrer dans ce qu'on va lui proposer et d'éviter de se blesser. Dans le yin yoga, comme il s'agit d'une pratique où on est vraiment dans le lâcher-prise très longtemps, ça peut être 3, 4, 5 minutes dans une posture, ce sont souvent d'ailleurs des postures assises. Là, c'est l'inverse. Si on veut atteindre les ligaments, les tendons, les fascias, qui sont les enveloppes de nos muscles et de toute une série d'éléments du corps, ça ne peut se faire que si le muscle est froid. Donc ça, c'est un petit peu différent. Donc pour le yin yoga, on peut commencer la pratique sans faire d'échauffement. Pour tous les autres, oui, bien sûr, il faut s'échauffer. Alors c'est des petits mouvements tout simples. Hein. Vous réfléchissez à vos différentes articulations et puis vous les mobilisez, les coudes, les épaules, dans un sens, dans l'autre, les poignets.
les genoux, les hanches, tout ça. Mais en général, dans la plupart des cours qui sont proposés en ligne, on a toujours une petite phase d'échauffement. Si vous avez l'impression qu'elle n'est pas suffisante, n'hésitez pas à ajouter quelques mouvements pour vous. Merci beaucoup, Steph. Effectivement, encore une fois, c'est une question d'écoute et une question de trouver le rythme et le type de yoga qui correspond à chacun. Dis-moi peut-être une question sur laquelle tu es déjà intervenu tout à l'heure. Quelqu'un qui nous demande, faut-il être souple pour pratiquer le yoga? Alors, je confirme, il ne faut pas être souple pour pratiquer le yoga. Il ne faut pas être fort, il ne faut pas être mince, il ne faut pas être jeune. En fait, il faut juste avoir un corps et voilà. Il faut même pas une tenue chic. L'idée, c'est vraiment de prendre cet outil qu'on a qui est merveilleux et dans lequel, enfin, qui est nous et nous sommes lui. Enfin, cette idée de connexion entre l'esprit et le corps, c'est de dire je ne suis pas en train d'emmener mon corps quelque part et zut, je n'ai pas un corps souple, donc je ne peux pas faire du yoga. C'est vraiment finalement un petit peu se réconcilier aussi avec son corps. Moi, je me suis posé beaucoup de questions à l'époque où j'ai commencé à approfondir un peu plus. Et puis, il y a eu cette envie de suivre une formation de professeur, mais dans un premier temps, pas du tout avec l'intention d'être prof. Je voulais juste comprendre mieux une série de choses et approfondir ma pratique. Et quand s'est posé la question d'enseigner, j'avais encore des réflexes de type non, j'ai pas le profil d'un prof de yoga, je suis pas voilà, j'avais cette représentation encore de ce qu'on peut voir peut-être de nouveau en Occident de nos jours, qui m'éloignait encore un petit peu de ce que ça peut vraiment être finalement, d'avancer avec notre corps et notre esprit ensemble sur le chemin qui est le nôtre. Donc, les gens pas souples, et d'ailleurs, alors je veux préciser parce que c'est très important, on est rarement ou souple ou pas souple. Si vous observez bien ce qui se passe, vous allez vous rendre compte, vous avez des zones du corps qui sont facilement mobilisables et d'autres qui ne le sont pas, ou beaucoup moins. Et ce qui me permet encore un petit ajout qui va peut-être être un peu plus technique, mais moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai eu la chance et je suis encore en cours de formation par rapport à ça, d'approfondir des questions autour de l'anatomie et de toute la variété qu'on peut observer dans le corps humain. On a tous des visages différents. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, c'est tout aussi différent que les visages. Et si on prend par exemple, on imagine que ceci, c'est le fémur, donc le muscle, pardon, l'os de la cuisse. Et au bout de ce fémur, vous avez ce qu'on appelle la tête du fémur, qui vient en fait s'insérer dans le bassin, dans une sorte de petite capsule. Donc, vous avez votre jambe ici, et cette jambe, elle vient s'insérer dans le bassin. Je prends souvent cet exemple-là parce qu'en fait, il est assez visuel. La capsule, elle peut avoir plein de formes différentes. Elle peut être très superficielle et donc presque pas se refermer sur la tête du fémur, ou bien elle peut au contraire être très enveloppante. Ma tête du fémur, elle peut être toute petite ou elle peut être très grosse. Elle peut être ronde ou elle peut être un peu allongée. Voilà. Alors, vous imaginez bien qu'en fonction de toutes les formes de tête du fémur que vous pouvez avoir et de toutes les possibilités de capsule, le mouvement qui va être possible dans votre jambe quand elle se lève vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté, va pas seulement dépendre de la souplesse de vos muscles que vous avez pratiqué ou pas pratiqué, ça va dépendre de ce que vos os vous permettent. Si la capsule se referme très fort de cette façon, à un moment, ma jambe va être bloquée. Je peux tirer, 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 je ne peux pas aller limer mon os. Hein. Ça restera comme c'est là. Et donc, je pense qu'il y a un moment dans l'exploration qu'on peut faire de son corps, quand on se dit « je ne suis pas souple », bien peut-être en fait, en disant ça, on a déjà expérimenté sans le savoir la prise de conscience qu'il y a certaines limites qui sont vraiment morphologiques, qui sont au niveau de l'ossature et contre lesquelles il va falloir, enfin, on ne va pas se battre et qu'on va accepter telles qu'elles sont. Mais il y a toute une marge de manœuvre autour de ça qu'on peut continuer à explorer.
on peut modifier des postures pour que la chose soit possible, pour qu'avec le corps qu'on a, on puisse continuer à travailler, par exemple, sur l'étirement du muscle, parce que c'est intéressant de continuer à travailler sur l'étirement du muscle. Donc voilà, moi, je milite beaucoup pour qu'on soit vraiment conscient de cette variété interpersonnelle et que du coup, on ait peut-être un petit peu moins de mal à accepter nos limites qui ne nous empêchent pas de faire toute une série de choses. Voilà, moi, je sais que j'ai mes limites. J'ai un côté gauche qui a un peu plus de mal que le droit dans certaines positions et j'arrête de pester sur ce côté gauche qui ne le fait pas exprès. Et voilà. Merci énormément, Steph. Effectivement, tu nous rappelles que il faut composer avec ces limites, ces contraintes morphologiques, anatomiques, et qu'il s'agit peut-être plus de les connaître, de savoir quelles sont nos limites pour justement travailler autour et continuer à progresser, quelle que soit la situation dont on part au début. Et justement, j'aimerais te lire ce commentaire de Delia qui dit « Merci de nous remettre au yoga originel, tout en douceur et acceptation, et loin du yoga moderne en force et tout en contrôle. » Je pense que c'est un beau résumé de la philosophie. Ça me touche beaucoup parce que si c'est ça que j'ai pu aussi un peu transmettre ici, sans prétendre que c'est la seule façon de voir les choses, mais en tout cas, c'est celle dans laquelle moi je me retrouve et qui me porte et qui fait que je peux dire que le yoga m'apporte quelque chose. Voilà, je pense que si des personnes qui imaginaient avant que le yoga n'était pas fait pour elles, on ne serait-ce que la curiosité, l'envie d'essayer, de découvrir, alors je suis ravie et j'en profite pour te remercier infiniment de m'avoir offert cette possibilité de partager ça parce que finalement, je ne l'ai jamais fait sous cette forme. C'est clairement une première. C'était un petit défi pour moi aussi. Je trouve ça génial de pouvoir voilà, faire ce partage-là. Merci beaucoup. énormément, Steph. Peut-être avant que nous quittions, je vois une dernière question d'Isa dans le chat qui demande, je pense pour en revenir à ton explication anatomique juste précédemment, qui te demande, donc c'est pour ça qu'il y a des mouvements que l'on peut faire et d'autres non. Complètement. Donc à un moment, la question qu'on peut se poser quand on rencontre une limite par rapport à une posture, c'est de se dire finalement qu'est-ce qui m'arrête ici? Quelle pourrait être la cause de cette impossibilité et donc, en conséquence de ça, on va pouvoir explorer si c'est temporaire ou pas cette impossibilité. Si c'est effectivement une compression, on appelle ça compression d'un os contre un autre ou d'un tissu contre un autre. Si on a, voilà, moi j'ai pas le ventre très très plat, quand je me plie en deux, à un moment, peut-être que je pourrais aller un peu plus loin, mais j'ai des tissus qui m'empêchent d'aller plus loin. Voilà. Et donc, cette compression, c'est une vraie limite anatomique. Et par ailleurs, si ce n'est pas une compression, ça peut être une tension dans le muscle. Et là, c'est vrai qu'il faut donner le temps au muscle, par la répétition, de voir ce qu'il a encore comme marge de manœuvre de ce côté. Donc, la question, tu peux me rappeler la question exacte pour voir si j'ai bien répondu? Je pense que tu y as bien répondu. Isa demandait si l'explication anatomique que tu donnais tout à l'heure était la cause derrière notre capacité ou notre incapacité à faire certains mouvements. Voilà, c'est ça. Et donc, à un moment, l'incapacité, elle peut être quelque part définitive, en tout cas dans cette variante-là de la posture. Mais parfois, on se rend compte, c'est extrêmement intéressant, n'hésitez pas à explorer. Il y a une posture très, très connue en yoga qui s'appelle le chien tête en bas, où on forme une sorte de triangle avec les mains au sol d'un côté, les pieds au sol de l'autre et les fesses tout en haut du triangle. Parfois, on a des personnes qui sont très coincées comme ça, avec la nuque coincée dans les épaules, et puis alors on leur dit détendez les épaules et elles n'y arrivent pas. Et on se dit, mais si, faites un effort, voyons, détendez-vous. Et puis, si on propose à cette personne d'écarter un peu les bras, de prendre la posture de manière peut-être un peu moins standard par rapport à ce qu'on imagine être ce qu'il faut faire, boum, on se rend compte que les épaules se relâchent, les omoplates redescendent dans le dos, comme on dit, et c'est peut-être simplement parce que la morphologie de l'épaule ici ne permettait pas
en resserrant les bras, de faire quoi que ce soit. Et dès qu'on ouvre, boum, ça fonctionne. Donc, si on rencontre une limite, comme Isa l'expliquait, on peut à un moment se dire, il est possible que là, je sois à ma vraie limite morphologique, mais peut-être qu'en modifiant un peu la posture, je peux continuer à faire quelque chose d'intéressant au niveau de la tension dans mes muscles. Et quand même prendre cette posture et essayer d'en retirer le meilleur en modifiant. Donc, je dis on peut écarter les mains, mais on peut aussi écarter les pieds différemment, rapprocher les pieds et les mains. Il y a des tas de choses à faire pour contourner ces limites et continuer à travailler et à faire du bien à son corps et à son esprit. Merci infiniment, Steph, d'avoir pris cette question. Merci beaucoup de nous avoir guidés aujourd'hui. C'était passionnant et tu verras certainement les commentaires ensuite. Mais les personnes qui nous ont suivis te remercient et sont très enthousiastes. Je vous remercie toutes et tous.